On en arrive à ce qu'on va appeler la rupture métabolique, parce que jusqu'alors, les matières circulaient de la campagne vers les villes, de la ville vers les campagnes. Ce sont des matières non composites, organiques, dont les agriculteurs en fait se servent volontiers parce que il n'y a pas d'impureté, même si leur pouvoir fertilisant est finalement assez faible. C'est toujours ça, et ça permet de faire circuler les matières. En fait, après 1820, il y a ce qu'on appelle donc cette rupture métabolique, c'est-à-dire que ces matières ne vont plus circuler de cette façon-là entre les campagnes et les villes. D'une part, il y a un problème matériel qui est celui de l'urbanisation. Euh, Paris, par exemple, passe de 500 000 habitants à 800 000 habitants en quelques décennies, et c'est le cas de toutes les villes de France. Et l'urbanisation rend très compliqué en fait cette circulation des matières parce que ça va coûter de plus en plus cher. Il faut amener les matières de plus en plus loin, les quantités de matière sont de plus en plus importantes, à proportion non seulement du nombre d'habitants, mais aussi à proportion de l'augmentation en fait du niveau de vie, même si ce n'est pas encore exceptionnel, il faudra attendre le XXe siècle, mais du niveau de vie et du niveau de consommation. Un autre aspect aussi, c'est l'amélioration des transports. Vous allez me dire que donc l'amélioration des transports aurait pu résoudre cette question. En fait, l'amélioration des transports ici, ça va avoir un autre effet qui va être de pouvoir faire venir dans les villes des matières de manière extrêmement lointaine, parfois venant des empires. Donc avec les chemins de fer ou les progrès de la navigation, notamment la navigation à vapeur, bien plus performante que la navigation à voile. Donc on a des empires en expansion et aussi une circulation des matières qui va en fait être décloisonnée et sortir du cadre ville-campagne. Alors bien sûr, avant, il y avait des matières aussi qui faisaient le tour du monde, hein. Il y a notamment les métaux précieux, etc. Mais en proportion, ces matières qui circulent sur le globe vont être beaucoup plus importantes et vont en fait briser cet échange entre ville et campagne. Je vous parlais de la progression de la population à Paris et qui rendait en fait cette circulation des matières assez importante, mais c'est aussi la progression par exemple du nombre d'animaux dans la ville. On se dit que le 19e siècle se débarrasse des animaux, mais en fait c'est au 19e siècle qu'il y a le plus d'animaux dans la ville. Par exemple, Paris passe de 30 000 chevaux en 1830 à 80 000, donc une multiplication par 3 presque en 1880. Donc en 50 ans, il y a eu 3 fois plus de chevaux dans Paris. Donc 3 fois plus de fumier à évacuer, etc. Ça posait évidemment des problèmes de fluidité en fait, de la circulation des matières. D'ailleurs, c'est au nom de la fluidification et aussi au nom de se débarrasser de ces matières qu'a été promue l'automobile dans les années 1900. C'était pour assainir la ville, pour la rendre plus propre et plus salubre, parce que ça permettait de remplacer les chevaux qui, eux, étaient extrêmement polluants, hein, selon beaucoup de textes de l'époque, et que la voiture allait résoudre et assainir la ville. Donc c'est assez piquant, en fait, de lire ça. Bon, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Malgré tout, donc, et c'est l'objet de cette image, malgré tout, la persistance de cette notion de circulation des matières et du fait qu'il ne devrait pas y avoir de déchets, elle persiste évidemment, ça ne disparaît pas immédiatement. Tout le monde ne se jette pas comme ça à corps perdu dans la civilisation industrielle. Donc je vais citer 3 personnes, en fait, Pierre Leroux, Victor Hugo et Justus von Liebig, qui tous les 3, on pourrait aussi citer Karl Marx en fait, tous les 3 ont été très attentifs à ce qu'ils ont perçu comme une rupture métabolique, enfin ce n'était pas leur terme, mais comme une rupture dans la circulation des matières. Donc Pierre Leroux, en fait, c'est un philosophe, un des premiers socialistes, pré-socialistes avant Marx, qui a beaucoup réfléchi à l'économie politique des déchets et qui, selon lui, en fait, comme certains réformateurs en fait, de l'époque, voulaient valoriser ces déchets et trouver ça plutôt scandaleux que ces déchets en fait, aboutissent à un rebut et qu'ils ne soient pas utilisés. Donc il y a la question de la théorie de la valeur, mais c'est aussi la question de la circulation des matières. Et donc il a écrit un petit livre qui s'appelle... alors il était exilé, comme Victor Hugo d'ailleurs, sur l'île de Jersey. Victor Hugo ensuite est parti à Guernesey. En 1851, comme opposant au Second Empire, hein, il a écrit un texte qui s'appelle « Aux États de Jersey sur les moyens de quintupler, pour ne pas dire plus, la production agricole du pays ». L'idée, c'était donc de récupérer en fait
tous ces excréments et ensuite de les réinjecter dans l'agriculture. À une époque où les systèmes, vous allez voir, des premiers engrais artificiels ou fossiles étaient promus. Donc, c'est un des personnages qui a permis de continuer à réfléchir à cette question de la circulation des matières. Victor Hugo aussi, hein, dans un passage célèbre des Misérables, fait tout un chapitre en fait sur la question sur les égouts. Il y a plusieurs chapitres sur les égouts, mais tout un chapitre aussi sur la valorisation des excréments. Parce qu'on a une époque, et à la fin du 19e siècle, on va passer au tout à l'égout, mais quand il écrit son roman, qui est publié en 1862, donc il l'a écrit en plusieurs années, hein, donc dans les années 1850, on a une époque où en fait on remplace les fosses d'aisance, donc qui sont fixes et qui sont collectées par des vidangeurs pour être mis dans des voiries à décantation. On les remplace par un système de tout à l'égout où les excréments vont en fait aller directement dans l'égout et ensuite vont aller dans les rivières. Donc ce sont des matières perdues pour Victor Hugo, alors qu'elles étaient utiles à l'agriculture. Dans Les Misérables, Victor Hugo dit que ce sont des matières dont les villes doivent compte à la terre. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Donc aussi il y a la question évidemment de la fertilisation des sols qui est derrière. Donc cette pensée en fait de la circulation des matières, elle est encore très présente parce qu'elle repose en fait sur un monde qui est en train d'être perdu. Elle est très présente aussi dans la pensée de Liebig, qui est un chimiste allemand. C'est le Liebig des carrés Liebig et des plats cuisinés, hein, puisque Liebig n'était non seulement un chimiste, mais il a fondé en fait une entreprise de transformation des matières animales, donc agroalimentaires. Et c'est Liebig d'ailleurs qui a réussi en fait le premier à bien théoriser les apports en phosphore, en azote et en potasse que le sol devait avoir pour être très fertile. Et lui-même, donc Liebig, montre bien comment en fait cette circulation des matières est rompue par l'urbanisation et l'industrialisation. Mais on pourrait citer aussi Karl Marx qui estime que la ville du monde capitaliste est une ville parasite parce qu'elle prend à la campagne sans lui rendre les matières qu'elle lui prend. Elle prend à la campagne et ensuite elle rejette dans des décharges, on va le voir tout à l'heure, ou en incinérant, on va le voir aussi, ces matières sans les rendre à la campagne. Donc ça pointe aussi une critique sociale. Alors, la question des déchets et des engrais, elle perdure au XIXe siècle, mais on a un nouveau phénomène, c'est avec la chimie, le début des engrais chimiques. Alors, en fait, avant les engrais chimiques, quelques petites choses sur toujours l'usage de différents déchets par l'agriculture. Par exemple, au XIXe siècle, l'industrie des huiles, des oléagineux a été très très florissante, que ce soit l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de différents types de graines très grasses en fait. Et en fait, une fois qu'on avait pressé cette huile, il restait ce qu'on appelait les tourteaux, c'est-à-dire la matière sèche dégraissée. Et ces tourteaux étaient un rebut pour tous ces ateliers d'huile. Et les tourteaux, en fait, ont été très demandés. Il y avait un commerce assez important de tourteaux pour l'agriculture au XIXe siècle, avant les engrais chimiques. Je vais y venir, hein. Mais cette image, elle est belle, donc je vous l'ai mise dès le départ. Il y avait aussi la question pour l'agriculture donc on est dans un siècle qui réfléchit beaucoup à la fertilisation des sols, hein. Donc je vous ai parlé de Liebig avec les premières théories des apports nutritifs pour les plantes, etc. Enfin scientifiques, de l'agronomie, on va dire. En fait, avec aussi les nouvelles possibilités dans les moyens de transport, c'est ce que je disais tout à l'heure, la rupture métabolique, on a été chercher des engrais fossiles ailleurs, c'est-à-dire des engrais fossiles soit riches en azote, c'était le cas du guano chilien, ou d'Amérique latine. Le guano, c'est quoi? Ce sont les déjections des oiseaux qui en fait s'accumulaient sur plusieurs mètres au fil des décennies et des générations, des siècles, sur un grand nombre de côtes d'Amérique latine, donc des animaux marins comme les mouettes par exemple. Et en fait, entre 1860 et 1920, ça a été la grande époque du commerce du guano. D'ailleurs, je ne sais pas si vous souvenez, si vous avez lu Tintin, je ne sais plus c'est quel Tintin, mais il y a un Tintin où il est sur le quai en Amérique latine et il est devant des grands sacs de guano. Et on se demande ce que c'est en fait, mais en fait c'était donc des matières, des déjections
d'oiseaux riches en azote qui faisaient l'objet d'un commerce pour l'Europe. Les trois quarts du guano qui circulait en fait dans le monde vers 1900 en fait provenaient du Chili et étaient utilisés comme fertilisant. Autre fertilisant fossile, le guano on pourrait dire que c'est fossile parce que ça a été accumulé depuis des siècles. C'est le nitrate de soude là, qui est réellement issu de mines. Le nitrate de soude du Chili toujours, du Pérou, qui était utilisé. Et là, c'est pareil, c'est un minéral qui est très très riche en azote. Et puis également de la potasse, avec des mines de potasse notamment dans différents endroits du monde. Mais on pense aux potasses d'Alsace, par exemple, en France, avec des mines de potasse qui ont été ouvertes plutôt à la fin du 19e siècle, mais d'autres petites mines de potasse ouvertes un petit peu avant. Et puis il y a donc les phosphates, donc les phosphates qui ont été tirés du noir animal, donc puisqu'on a des os qui sont riches en phosphore, mais aussi de mines de phosphate, de mines fossiles, comme on en trouvait aux États-Unis, au Maghreb par exemple, ou au Maghreb, qui faisaient l'objet d'un grand commerce international. Et donc là, on est vraiment dans la rupture métabolique parce qu'on commence à utiliser des matières fossiles et on n'est plus du tout dans la circulation des matières. Alors je m'éloigne un peu des déchets, mais pas tant que ça, parce que en termes, et là j'arrive aux produits chimiques et aux engrais chimiques, c'est que les eaux, le noir d'os a été un peu utilisé comme engrais, mais il y a un chimiste qui s'appelle Lowes en 1842 qui trouve un moyen en fait de produire un engrais hyper concentré en phosphore. C'est ce qu'on va appeler les superphosphates. Ces superphosphates, excusez-moi, sont issus de l'industrie chimique parce qu'ils découlent de la décomposition des eaux par l'acide sulfurique. Et donc ça produit un engrais chimique, c'est le premier engrais chimique en fait de l'histoire de l'humanité. Ça produit un engrais chimique qui va être utilisé assez abondamment en Angleterre notamment. C'est beaucoup l'Angleterre en fait qui va être le centre de l'industrie des engrais chimiques. En 1880, par exemple, la Grande-Bretagne utilise 600 000 tonnes de superphosphate et à elle seule, c'est plus de la moitié des superphosphates consommés dans le monde. La France, à l'époque, n'en consomme que 100 000, c'est-à-dire un sixième de la consommation en Grande-Bretagne. Et puis, en fait, ça va être l'occasion pour certaines industries de se reconvertir dans des fabriques de produits chimiques. Ça va être le cas de Saint-Gobain, par exemple, qui est en fait, au départ, avant 1800, une fabrique de verrerie. De la verrerie, il passe à la soude, fabrication de soude artificielle par décomposition du sel marin avec l'acide sulfurique. Parce que pour l'industrie du verre, il faut énormément de soude. Ça permet d'abaisser le point de fusion. Et ayant travaillé la soude et l'acide sulfurique, il passe à la fabrication de superphosphates. Parce que tout est lié, cette industrie chimique, et notamment l'industrie des acides. Et à la fin du 19e siècle, en 1892, un grand programme de construction de 15 usines est décidé en France par Saint-Gobain, notamment à Marseille, autour de Marseille, puisque Marseille, c'était aussi un grand centre de fabrication de la soude, puisque la soude est aussi utile pour les savonneries. Et à Marseille, il y avait beaucoup de savon. Donc, en fait, vous voyez sur cette illustration que les engrais chimiques sont ici perçus de façon tout à fait très, très positive. On voit une fermière là qui dort paisiblement sur son tas de paille entouré d'usines fumantes, mais la fumée, c'est la prospérité. Et donc, les engrais chimiques ont en fait été promus comme nouvel engrais. Donc, on sort de la circulation des matières parce que là, on va aller chercher des eaux, mais petit à petit, on va fabriquer ces phosphates autrement, et notamment, on va améliorer les phosphates fossiles par également des processus chimiques pour fabriquer ces superphosphates. L'autre produit chimique, l'autre engrais chimique, ça va être très très célèbre. Hein. Alors, on va arriver plutôt vers le XXe siècle, mais ça va être les engrais azotés, avec les nouvelles techniques et le procédé Haber-Bosch de synthèse de l'azote pour fabriquer un produit ammoniaqué, nitraté, artificiel, et qui va être utilisé dans l'agriculture. Donc on a un ensemble ici d'industries chimiques en fait, qui viennent suppléer à la rupture métabolique tout en venant l'accélérer. Et dans tous les cas,
dans tous les cas, en créant des déchets qui vont être très difficiles à réutiliser au sein de ces mêmes industries, mais aussi des déchets dans la terre, puisque en fait, ils ont rencontré une résistance assez importante de la part des agriculteurs qui avaient l'habitude de travailler avec des matières organiques non minérales. Et là, ils se retrouvent avec une industrie en fait de synthèse quasiment, de chimie de synthèse, qui va en fait effectivement apporter des éléments nutritifs au sol, mais aussi apporter au sol quelque sorte des poisons, parce que soit les éléments nutritifs sont en surabondance, soit ils ne sont pas seuls à être en œuvre dans les produits chimiques, mais il y a d'autres substances. Et les agriculteurs en fait, vont être assez conscients, et il y a toute une histoire de la résistance aux engrais chimiques qui existe en fait au 19e siècle, comme quoi en fait ce sont réellement là des déchets et non pas des engrais qui vont être utilisés. Et tout ça, contrario, les chimistes et les agronomes vont se faire les promoteurs de ces produits. Alors, la rupture métabolique, c'est aussi donc les égouts. J'en ai parlé, donc je vais essayer d'aller vite. C'est le système des égouts qui est là promu par des ingénieurs avec des techniques très très au point d'évacuation des eaux et de raccordement aux rivières, d'une part, pour la partie aval, mais aussi à toutes les habitations, à tel point en fait que le tout à l'égout est édicté en règle générale des municipalités à Paris dans les années 1880, mais en général partout en fait dans le monde, enfin en Europe en tout cas, en Asie ça sera beaucoup plus tard. Et ce tout à l'égout en fait est mis en place pour assainir les villes. C'est des techniques d'assainissement, et en fait ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la pollution des rivières qui sont en aval. Là, vous en avez une illustration à droite de la Tamise. C'est le physicien Faraday qui vient s'inquiéter de la pollution de la Tamise. Mais le tout à l'égout a abouti à une chose, c'est la pollution des rivières, avec des rivières dont l'eau ne devient plus potable dans les grandes villes. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Londres sur cette illustration. Mais c'est le cas aussi de toute une série de petites villes, de petits cours d'eau plutôt, qui traversent les villes. Par exemple, à Paris, c'est le cas de la Bièvre, qui est le principal affluent de la Seine en milieu urbain, et qui va être complètement pollué en fait parce que toutes les industries rejettent, et puis les habitants rejettent dans la rivière, à tel point que on va l'appeler l'égout, ça devient un égout à ciel ouvert, et que ça puait tellement que la rivière a été couverte. Les ingénieurs étaient tout à fait partisans en fait de cette méthode, parce qu'ils voyaient bien que les rivières étaient polluées, mais ils considéraient que les rivières avaient un débit suffisant en fait pour évacuer ces résidus, et que si c'était le cas de petites rivières, on pouvait les couvrir, et que même de les couvrir, ça assainissait le milieu urbain en fait. Alors là, je parle des rivières, et d'ailleurs les ingénieurs, je parle en particulier l'ingénieur Freycinet qui a écrit un traité d'assainissement urbain, d'assainissement urbain et industriel en 1870. Ce qu'il écrit, c'est ceci. Ce que nous nommons pour les déchets, où est-ce que doivent être placées les usines pour évacuer leurs déchets? Il faut les placer dans ce que nous nommons les débouchés naturels. Et ces débouchés naturels, ce sont les rivières. Et donc, le premier soin d'une usine, je cite à nouveau, doit être de rechercher un cours d'eau abondant. Donc, c'est vraiment théorisé. Il est bon de jeter dans la rivière les déchets. Alors, la rivière arrive à la mer. Et pour les usines qui étaient proches de la mer, il était tout à fait... il est devenu habituel, ce n'était pas tout à fait le cas avant, mais de jeter aussi les effluents dans la mer. C'est le cas par exemple à Marseille, où jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les résidus des savonneries étaient entreposés en fait dans des décharges, et à partir du XIXe siècle, ces déchets vont être jetés dans la mer. Notamment en 1830, les préfets systématisent les rejets dans la mer de plus en plus loin. En 1830, donc la masse des déchets est telle qu'à 100 mètres de la côte, la profondeur n'est plus que de 4 mètres, ce qui gêne la navigation, donc ça pose un nouveau problème. Et que d'autres zones de déversement sont ordonnées un peu plus loin. Les aménagements successifs du port entre 1844 et 1853, et là on utilise des déchets de savonnerie pour aménager le port, pour combler et faire du remblaiement. Donc ça sert à fabriquer les jetés. S'ouvre une période de tout à la mer. Ce n'est pas le tout à l'égout, c'est le tout à la mer, avec l'appui de nombreux médecins et d'ingénieurs
Et en 1895, l'émissaire du Cortiou est construit et facilite les rejets beaucoup plus loin que ce qui était réalisé jusqu'avant. Je vous cite juste un exemple d'un biologiste et océanologue qui s'appelait Antoine Fortuné Marion, en 1895, qui réalise un dragage à 20 mètres de profondeur et qui écrit ceci: l'engin ne ramène que des fragments de poterie, des débris de tout genre dans une boue noire. Les terres de savonnerie forment par place une croûte assez dure que la drague attaque, et au-dessous se trouve un limon verdâtre dégageant une odeur sulfhydrique. Ce sont des polysulfures qui se sont accumulés, qui ont peu à peu tout détruit. Alors, ce n'est pas un cas isolé, parce que à Marseille, ensuite, là on parle des savonneries, mais à Marseille, l'entreprise Rio Tinto s'est implantée. Rio Tinto, qui est un des plus gros producteurs miniers de nos jours, s'est implanté pour la fabrication de la soude, l'extraction de la bauxite, qui va servir à la production d'aluminium, ce qui rejette des quantités de déchets très 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 importants. Et donc, ce qu'ils ont fait, Rio Tinto, c'est en 1883, ils avaient donc affrété un grand service de chaland, enfin des bateaux à déchets en fait, qui avaient un système de rotation journalier pour évacuer les déchets des usines et les balancer dans la mer. Mais on trouve aussi d'autres cas partout, en fait, dans toutes les villes littorales industrielles, par exemple à Middlesbrough, dans le Yorkshire, donc dans le nord de l'Angleterre. Là, c'est une ville sidérurgique et métallurgique, où là, en fait, les déchets sont rejetés un petit peu comme des terrils qui vont avancer sur la mer, à tel point qu'on a des jetés, en fait, qui font 20 mètres de haut, qui vont jusqu'à 200 mètres de long dans la mer. Et on a les wagons qui passent sur ces jetés, qui déversent au fur et à mesure leurs déchets au bout de la jetée. La jetée continue de s'agrandir, un petit peu comme les terrils miniers, vous voyez, en vertical. Là, on a en horizontal des déchets qui vont être jetés dans la mer. À New York aussi, c'est assez célèbre sur le cas des entreprises pétrolières de la fin du 19e siècle qui rejetaient tous leurs résidus et qui ont abouti en fait au déclin de l'élevage des huîtres, par exemple, des huîtres de New York qui étaient très fameuses avant l'industrie pétrolière.